Et si le blocus contre le Venezuela cachait une stratégie redoutable, mais cette fois dirigée contre les plus puissants? À Washington, une flotte entière encercle le Venezuela. Les médias occidentaux parlent d'un blocus pétrolier légal, symbole de leur domination. Ils proclament imposer la loi, saisissent navires et ressources et décident qui peut prospérer ou s'effondrer. Mais en marge des projecteurs, une autre partie se joue. Caracas, loin de plier, tisse dans l'ombre une alliance inédite avec le Sahel africain. Dans ce pacte sud-sud discret, les ressources ne circulent plus sur les routes contrôlées, mais traversent l'Atlantique par un passage invisible aux yeux de l'Empire. La version officielle tait une révolution silencieuse. Le Sud, loin de subir, planifie sa riposte. Minerais du Sahel, pétrole vénézuélien, échangés directement et souverainement, sans dépendre des monnaies ni des institutions occidentales. Ce n'est plus le blocus qui isole, c'est l'Empire qui révèle ses failles. Accepter la version dominante, c'est se résigner à la dépossession et à l'impuissance. Mais reconnaître la manœuvre cachée, c'est ouvrir la voie à l'émancipation, reprendre le contrôle de ses ressources, choisir ses alliés, bâtir sa prospérité sans demander la permission. Le blocus du Venezuela est-il vraiment ce qu'il paraît? Ou bien annonce-t-il l'avènement d'un nouvel ordre mondial où les peuples du Sud inventent leur propre puissance, rendant caduques les sanctions et les monnaies au roi? Mais comment ce contournement discret s'est-il organisé? Qui sont les acteurs clés de cette alliance secrète et que risque-t-il réellement? Le 22 décembre 2025, une opération navale d'une ampleur inédite s'engage. Sous les projecteurs, la marine américaine encercle méthodiquement les pétroliers vénézuéliens en mer des Caraïbes. Pourtant, loin des caméras, un projet discret émerge, relier le Sahel africain et Caracas par un pont invisible. Ce n'est pas la première fois que l'Occident frappe fort. Depuis plusieurs semaines, les tankers vénézuéliens sont stoppés un à un. Washington a imposé un embargo énergétique total. Le pétrole est sous haute surveillance, les routes maritimes verrouillées, les transactions figées. L'objectif, étrangler l'économie vénézuélienne jusqu'à la soumission. Cette stratégie, l'Afrique la connaît trop bien. De Bamako à Ouagadougou, les mémoires sont marquées par les mêmes armes. Confiscation des avoirs, blocus du commerce, pillage de matières premières. Chaque tentative d'autonomie a rencontré une machine implacable où la sanction est une arme et la pauvreté un outil de domination. Mais l'histoire ne se répète pas sans fin. Le Venezuela n'est que le dernier terrain d'expérimentation. Cette fois, au sud, un basculement s'opère. Le Sahel, tirant les leçons du passé, refuse de subir. La neutralisation par le blocus n'est plus une fatalité, mais un défi à relever ensemble. Inspirée par la résistance vénézuélienne, l'Afrique invente ses propres réponses. De nouvelles alliances émergent, des corridors d'échanges secrets prennent forme. Ce que l'on croyait être une série de défaites se transforme en laboratoire d'audace politique et économique. Le continent refuse de rester spectateur ou victime. Chaque tanker arraisonné, chaque embargo expose la fragilité de la domination occidentale. L'ordre mondial bâti sur l'accaparement des ressources vacille. Le blocus, loin de briser, révèle les fissures de l'Empire. Désormais, il sert aussi de miroir, mettant à nu les limites d'un pouvoir jadis incontesté. Pour les nations du Sud, l'enjeu est vital, transformer la contrainte en opportunité. Refuser l'ordre imposé, c'est inventer une souveraineté partagée, tisser des échanges directs hors du regard des puissants. C'est choisir de garder le contrôle de ses ressources, de décider de son avenir et de rejeter l'humiliation continue de la dépendance. Ignorer ce pont naissant, c'est accepter le retour des vieux schémas de soumission. Refuser d'y croire, c'est se condamner à la répétition de la spoliation. Mais s'y engager, c'est participer à une révolution silencieuse, bâtie pas à pas par des actes concrets et des alliances audacieuses venues du Sud. Mais cette nouvelle alliance doit affronter des menaces inattendues. Dans l'ombre, des forces hostiles s'activent pour faire échouer cette insurrection économique. Ce que l'Occident nomme sanction, le Sud l'appelle désormais miroir. Et ce miroir, il renvoie aujourd'hui l'image d'une vulnérabilité insoupçonnée chez ceux qui se pensaient invincibles. À chaque menace de blocus, l'Occident croit pouvoir étouffer les économies non alignées. Mais le vent a tourné, le Sud transforme la contrainte en levier, exposant les fissures d'un système qui s'imaginait éternel. Au Sahel, la riposte est nette. Les mines d'or, autrefois offertes aux multinationales, passent aux mains de l'État. Terminées les exportations brutes vers l'Europe, désormais l'Afrique conserve son or et maîtrise sa transformation. Résultat, la production grimpe de 58% en moins d'une année.
Pour les marchés occidentaux, c'est un séisme. Ils peinent à reconstituer leurs réserves, tandis que le Sud verrouille en ses ressources. Mais l'or n'est plus un simple trophée. Il devient une clé. Face au blocus énergétique contre le Venezuela, le Sahel et Caracas inventent un nouveau jeu. Or contre pétrole. Plus besoin du dollar, ni des banques de New York ou Londres. L'or africain traverse l'Atlantique et s'échange directement contre l'énergie vénézuélienne. Aucun intermédiaire, aucun compte gelé, aucun SWIFT à contourner. Pour garantir cette souveraineté, de nouvelles infrastructures émergent, discrètes mais décisives, une banque confédérale africaine, des plateformes de paiement protégées par blockchain, des règlements en or physique, hors de portée du contrôle occidental. Chaque avancée est un clou de plus dans le cercueil de l'ancien ordre monétaire. Dans cette dynamique, les sanctions perdent leur pouvoir de chantage. Elles ne peuvent plus enfermer les peuples ni bloquer la circulation des richesses. L'effet domino commence, chaque pays qui brise ses chaînes rend le blocus moins redoutable pour tous. Mais l'alerte demeure. Tant que le Sud dépend encore des circuits dominants, il reste exposé au gel d'avoirs, à la propagande et aux pressions des marchés. L'enjeu est vital, s'émanciper des chaînes monétaires du maître ou rester à sa merci. Le choix est celui de la dignité et de la prospérité partagée. La riposte sudiste ne passe pas inaperçue. En Occident, l'inquiétude grandit face à cette nouvelle donne économique. En tissant ce pont invisible, le Sud fait vaciller l'ancien échiquier planétaire. Ce n'est plus une simple entente commerciale, c'est l'ébauche d'un ordre inédit où les peuples du Sud reprennent la main sur leur histoire, brisant le cycle de la dépendance. La coopération entre Caracas et le Sahel dépasse largement le troc pétrole contre or. Les deux régions créent un véritable échange de savoir. Raffinage, énergie propre, cybersécurité. Des délégations traversent l'océan pour apprendre ensemble, inventer des solutions et bâtir des alliances durables. Même la formation militaire devient un pilier, renforçant la capacité de résister aux menaces extérieures. Mais la vraie mutation s'opère au sein des sociétés. Au Sahel émergent des milices citoyennes issues d'une symbiose civilo-militaire, inspirée du modèle bolivarien. Plus de structures figées, la résistance se déploie de manière organique, village par village, quartier par quartier. Ce tissu populaire rend vaine toute tentative d'ingérence étrangère et multiplie les bastions de souveraineté. L'isolement géographique, longtemps vécu comme fatalité, est brisé par la mise en place d'un corridor maritime secret. Grâce à une flotte fantôme, navires furtifs et insaisissables, les exportations africaines déjoutent les blocus, franchissent l'océan jusqu'aux ports vénézuéliens. Le Sud montre qu'il peut commercer librement, hors de portée des armadas occidentales. Ce mouvement attire une force inattendue, la diaspora afro-descendante. Les frontières s'ouvrent, les investissements affluent, portés par l'élan des jeunes générations. De Lagos à Caracas, un même souffle traverse les continents, celui d'un Sud uni, fier et solidaire, où identité, dignité et prospérité se conjuguent. Face à cette lame de fond, la machine médiatique occidentale s'efforce de minimiser, de masquer et d'étouffer l'élan. Mais la révolution de l'information, portée par les réseaux sociaux, échappe à tout contrôle. Les images, les récits, les victoires concrètes du pont Sud-Sud se transmettent de bouche à oreille, de téléphone à téléphone, franchissant toutes les censures. Rester simple spectateur de ce basculement, c'est laisser passer l'opportunité de façonner un monde multipolaire, affranchi des diktats d'autrefois. S'engager, c'est écrire, ici et maintenant, une nouvelle page où chaque nation, chaque citoyen du Sud, décide de sa route et de son destin. Mais cette alliance naissante n'est pas à l'abri des défis. Déjà, de nouvelles menaces et obstacles surgissent, testant la solidité du pont Sud-Sud. La résilience n'est pas un mot creux, c'est une discipline forgée sous pression. Ce que le Sud endure n'est plus une tragédie, mais une épreuve de souveraineté. Sous le blocus, chaque attaque se transforme en levier, révélant une méthode inédite pour bâtir la puissance collective. Première méthode, la désobéissance monétaire. Plutôt que de subir l'hégémonie du dollar, le Sud invente ses devises, adossées à l'or du Sahel et à l'énergie du Venezuela. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un refus net du diktat occidental. Quand l'échange de lingots d'or contre des barils de pétrole remplace le passage obligé par les banques new-yorkaises ou londoniennes, c'est la première brèche dans le rempart impérial. Deuxième clé, l'industrialisation souveraine. Fini l'exportation brute. Aujourd'hui, le Sud raffine son or, transforme ses minerais sur place, valorise son pétrole chez lui. Refuser de n'être qu'un atelier bon marché, c'est imposer une nouvelle règle. Chaque tonne extraite doit enrichir la nation, pas l'actionnaire étranger. Troisième pilier, l'indépendance médiatique.
Face à la propagande et à la désinformation, le Sud boycotte les médias occidentaux et construit ses propres réseaux d'information. Plateformes citoyennes, radios communautaires, chaînes panafricaines, tout est fait pour reprendre le contrôle du récit et briser le monopole des images imposées de l'extérieur. La défense collaborative n'est plus une utopie. Mutualiser les savoir-faire militaires, partager les tactiques d'asymétrie, c'est garantir qu'aucune armée étrangère n'imposera sa loi sans riposte. L'union fait la force. Chaque pays membre apporte son expertise, ses technologies, ses stratégies pour ériger un rempart commun. Mais la révolution ne progresse pas sans la jeunesse ni la diaspora. Le retour des jeunes ingénieurs, entrepreneurs et scientifiques dispersés aux quatre coins du globe devient la clé du redéploiement économique et technologique. La diaspora, longtemps réduite à une source de devises, devient aujourd'hui un réseau d'influence, d'innovation et de capital humain. Rester spectateur, c'est accepter la stagnation. Devenir acteur, c'est multiplier ses chances d'autonomie, de prospérité et d'influence. La peur ne protège rien, seule l'audace construit des avenirs partagés. À travers ces voies, concrètes, monnaie, industrie, récit, défense, jeunesse, le Sud n'improvise plus. Il trace sa propre route. Le blocus, hier synonyme d'asphyxie, devient aujourd'hui le moteur d'une renaissance irrésistible. Mais cette renaissance n'est pas sans obstacle. L'Empire, ébranlé, prépare déjà sa contre-offensive. Le jeu du maître s'achève. Désormais, c'est notre tour de jouer. Ce que nous vivons dépasse un simple épisode de sanctions et de blocus. C'est la fin d'une époque où quelques puissances dictaient leurs lois, où nos ressources peuvent traverser sur les océans sans retour, où nos voix s'éteignaient sous le poids du dollar et la menace des flottes. Aujourd'hui, le miroir du blocus s'est brisé. L'arme que Washington croyait infaillible s'est retournée contre lui. Chaque navire intercepté, chaque compte figé révèle sa propre vulnérabilité. Car pendant que les projecteurs restaient braqués sur la mer des Caraïbes, un pont discret reliait le Sahel à Caracas, notre or à leur énergie, nos idées à leur résistance. C'est ici que commence la véritable partie. Nous avons converti l'épreuve en force, la dépendance en pouvoir. L'union Sud-Sud n'est plus un rêve, mais une réalité palpable. Nos mines libérées, notre industrie qui renaît, nos échanges directs préservés des chaînes des sanctions. Ce pont invisible efface les frontières qu'ils tentaient en imposer. Ils peuvent capturer un navire, mais jamais la volonté d'un peuple debout. Rester passif, c'est accepter d'être simple spectateur d'une histoire écrite sans nous. S'engager aujourd'hui, c'est saisir la plume, écrire notre propre destin. Notre génération n'a plus à mendier le droit de vivre dignement. Elle a désormais la capacité de choisir sa voie. Ce qui se joue, c'est davantage qu'une victoire économique. C'est la reconquête de notre dignité, la protection de nos enfants face à la dette et à l'asservissement, la transmission d'un héritage d'indépendance. Il ne s'agit plus de contourner les obstacles, mais de prouver ensemble que la souveraineté n'est plus un mirage. Elle appartient à celles et ceux qui osent la saisir. L'Empire a perdu le monopole du jeu. À nous d'inventer les règles, d'ouvrir des chemins neufs, de bâtir une prospérité qui ne dépend que de notre audace collective. Ignorez cette révolution et vous resterez à la marge de l'histoire. Saisissez-la et vous deviendrez les bâtisseurs d'un monde nouveau. Rejoignez le mouvement. Entrez dans la dynamique Sud-Sud. Chaque choix compte, chaque voix pèse, chaque geste façonne le futur. Mais pour comprendre la profondeur de cette transformation, il faut se replonger dans l'histoire des blocus et des sanctions. Rappelons-nous la crise de Cuba en 1962. Les États-Unis imposent un embargo total. La Havane, isolée, résiste tant bien que mal, mais dépend de l'aide soviétique. Aujourd'hui, le Venezuela, confronté à la même logique, refuse la dépendance à un nouvel empire. Il cherche des alliés sur d'autres continents, transformant le blocus en opportunité d'innovation. Un autre exemple frappant, l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Les sanctions internationales, si elles ont fragilisé le régime, ont également poussé le pays à développer sa propre industrie, à forger des réseaux parallèles d'approvisionnement, à inventer l'autonomie sous contrainte. La leçon est claire. Chaque blocus peut engendrer un sursaut de créativité, une explosion de résilience. Le Sud, aujourd'hui, s'inspire de ses précédents pour tracer sa route. Scénario pratique. Imaginons un pays du Sahel, le Burkina Faso, qui décide de ne plus vendre son or en bourse internationale. Il crée une raffinerie nationale, forme ses jeunes au métier d'orfèvre et signe un accord avec le Venezuela. Pour chaque tonne d'or livrée, il reçoit l'équivalent en barils de pétrole. Peu à peu, une monnaie d'échange nouvelle voit le jour, libérée du contrôle extérieur. Autre scénario, le Niger, fort de ses ressources en uranium, refuse les contrats léonins imposés depuis Paris ou Washington.
Il propose à ses voisins d'échanger l'uranium contre du gaz vénézuélien ou du cacao ivoirien, bâtissant une zone d'échange où la valeur se définit directement entre partenaires du Sud. Concrètement, comment ces échanges échappent-ils aux sanctions? Par la création de plateformes de confiance fondées sur la blockchain, où chaque transaction est vérifiée collectivement et impossible à bloquer par une banque centrale étrangère. Des consortiums publics-privés émergent, mêlant États, entreprises citoyennes et diaspora pour garantir la transparence et la sécurité des flux. Historiquement, les empires ont toujours tenté d'étouffer la montée de nouveaux pôles de puissance. Au XIXe siècle, l'Empire britannique imposait des blocus maritimes contre ses rivaux, freinant l'essor de l'Allemagne ou du Japon. Mais chaque fois, ceux qui étaient nés ciblés ont répliqué par l'invention. Construction de flottes alternatives, développement de nouvelles routes, alliances inattendues. Aujourd'hui, le pont Sud-Sud s'inscrit dans cette longue tradition de contournement. Prenons l'exemple du SWIFT, ce système mondial de paiement contrôlé par l'Occident. Lorsqu'un pays en est exclu, il se retrouve paralysé. Mais le Sud développe ses propres réseaux. L'Union africaine lance une alternative baptisée PanAfPay, où chaque transaction est validée en temps réel par un consortium de banques régionales. Le Venezuela, à son tour, propose sa plateforme basée sur la technologie blockchain PetroChain, assurant la traçabilité et l'anonymat des échanges. Et sur le terrain, comment cela se traduit-il? Dans les ports d'Abidjan, de Cotonou ou de Lomé, de nouveaux terminaux émergent, spécialement conçus pour accueillir les cargos du Venezuela et du Sahel. Les douanes travaillent main dans la main avec des cellules de cybersécurité pour déjouer les sabotages et les interceptions. Chaque bateau qui accoste est un défi lancé au blocus, une preuve de la capacité d'agir en dehors des règles imposées. La jeunesse joue un rôle décisif. Dans les universités de Dakar, de Caracas ou de Bamako, des laboratoires de collaboratifs fleurissent. On y enseigne la data économie, la cryptographie, la gestion des ressources naturelles, l'histoire des résistances. Des hackathons sud-sud sont organisés pour inventer les outils de demain. Drones pour surveiller les routes maritimes, IA pour optimiser les échanges de matières premières, applications de paiement mobile ouvertes à tous. La diaspora, quant à elle, devient un acteur clé. À Paris, à Montréal, à New York, des collectifs d'ingénieurs, de juristes, de communicants s'organisent pour soutenir l'effort du Sud. Ils investissent dans des start-up panafricaines, forment à distance les nouvelles élites, alertent les médias internationaux lorsque les coups bas surgissent. En retour, ils tissent des liens de solidarité, créant un réseau mondial de soutien logistique, financier et intellectuel. Face à cette montée, le camp occidental ne reste pas inactif. Il multiplie les campagnes de désinformation, reportages alarmistes sur la piraterie sudiste, accusations de hors du sang, tentatives d'assimiler les nouveaux réseaux à des activités illicites. Mais le Sud répond par la transparence, audit public, rapport indépendant, ouverture des données à la société civile. Sur le plan militaire, la stratégie évolue. Les armées du Sud investissent dans la défense asymétrique. Radars mobiles, missiles côtiers, cyberdéfense. Des exercices conjoints sont organisés, inspirés du modèle bolivarien. Guerre de guérilla maritime, sabotage des blocus, protection des infrastructures vitales. Le Sahel, fort de son expérience contre les groupes armés, partage ses savoir-faire avec les marins vénézuéliens. Pratiquement chaque citoyen peut s'impliquer. Par l'achat de produits issus du circuit Sud-Sud, le boycott des marques complices du blocus, le soutien aux médias indépendants. Des campagnes de financement participatif voient le jour pour soutenir les ports, les écoles, les hôpitaux bâtis grâce au commerce libéré. Les artistes, les écrivains, les cinéastes racontent cette épopée, brisant la chape de plomb de la propagande. Les résultats sont là. En 2 années, la croissance du PIB régional du Sahel atteint 12%, tandis que la part des exportations contrôlées localement double. Au Venezuela, la reprise industrielle attire des ingénieurs d'Éthiopie, du Nigeria, du Mali. Le chômage recule, la fuite des cerveaux ralentit. Les indicateurs sociaux s'améliorent, accès à l'énergie, à l'eau, à l'éducation. C'est toute une dynamique qui s'enclenche, portée par la confiance retrouvée. Mais l'adversaire ne désarme pas. Les menaces de cyberattaques, les tentatives de sabotage portuaire, les pressions diplomatiques se multiplient. Pour y faire face, le Sud mise sur la diversification, multiplication des routes, des partenaires, des outils de paiement. En cas de coup dur, les stocks sont mutualisés, les chaînes d'approvisionnement redéployées en temps réel. Et surtout, une vigilance citoyenne s'installe. Des observatoires Sud-Sud sont créés, veillant à la transparence et à l'équité des échanges. Les ONG locales publient des rapports réguliers, surveillant les dérives, dénonçant les compromissions.
La société civile n'est plus spectatrice, mais actrice de la souveraineté retrouvée. En somme, le blocus du Venezuela a agi comme un révélateur. Il a mis à nu la fragilité d'un système bâti sur la domination, mais il a aussi réveillé la créativité, l'unité, la détermination des peuples du Sud. En s'inspirant des résistances passées, en mobilisant la technologie, en valorisant les savoirs locaux et la diaspora, le Sud invente un nouveau modèle où chaque attaque se retourne contre l'attaquant. Alors la question n'est plus, le Sud parviendra-t-il à survivre au blocus? La vraie question est, jusqu'où ira cette dynamique d'émancipation et qui osera la rejoindre? Car chaque victoire, chaque alliance, chaque innovation alimente un cercle vertueux. Ce qui n'était hier qu'un rêve devient aujourd'hui un plan d'action, une méthode à répliquer, une promesse pour demain. Le pont Sud-Sud n'est pas un mirage, c'est une réalité concrète, forgée par des peuples qui ont choisi de ne plus plier. Il appartient à chacun de décider, rester à quai ou embarquer pour ce nouveau voyage. À vous de choisir. L'histoire de cette fois se joue avec nous et par nous.